Moi, j'ai eu envie d'écrire cet essai parce que, justement, j'étais pas un amateur de dessin de presse. Tu n'es pas dessinateur. Je ne suis pas dessinateur, je ne connaissais pas grand-chose au dessin de presse, à part tout ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire que j'en avais vu évidemment beaucoup, mais j'étais pas lecteur de Charlie Hebdo, j'étais pas abonné à Charlie Hebdo. Donc j'avais envie de partager ce que j'avais découvert en rejoignant un peu par hasard la rédaction de ce journal-là. J'ai fait Sciences Po, j'ai fait l'ENA, et peu de temps après j'étais en cabinet ministériel, donc il y a 8 ans maintenant, donc j'étais en cabinet ministériel quand François Hollande était président de la République, et j'étais directeur de cabinet d'une secrétaire d'État, la secrétaire d'État à l'aide aux victimes. Un secrétariat d'État qui avait été créé après les attentats de 2015. Et en 2015, les attentats Charlie Hebdo, hein, on en parle bien de ça. Charlie Hebdo et le 13 novembre. Et le 13 novembre. Oui. Donc janvier 2015, novembre 2015 et quelques petits autres attentats, mais aussi dramatiques pour les familles concernées, évidemment, mais moins médiatiques. Et donc moi j'arrive j'étais donc dans ce cabinet 2016-2017 et j'étais ami avec Véronique Cabu, donc la femme et la veuve donc, de Cabu, parce que par ailleurs j'étais dans une autre association dans laquelle elle était aussi, et donc évidemment après l'attentat et en étant ensemble dans l'association, on s'est rapprochés et on a appris à se connaître. Et il se trouve que du côté de Charlie Hebdo, on cherchait un directeur général, parce que 2015 a été un tsunami évidemment pour la société, mais plus encore pour le journal, et avec ce soutien très massif en janvier 2015, mais un bouleversement complet du journal, de l'équipe, évidemment, une équipe à reconstruire, des tensions, donc au niveau RH, c'était assez complexe, et le journal a cru qu'il était devenu un très grand journal apprécié par de nombreux lecteurs, a investi, a lancé une version allemande, enfin voilà, et donc un afflux de recettes important en 2015, des dépenses qui ont augmenté également, y compris en partie pour la sécurisation du journal, parce que vous imaginez bien qu'en 2015, il y a eu des coûts très importants pour sécuriser complètement le journal. Et donc, moi, je suis arrivé en 2017, le journal perdait 2 millions d'euros sur l'année 2017, alors qu'on était à peine 2 ans après les attentats et qu'il y avait encore un soutien assez important. Donc, il y avait vraiment besoin d'un directeur général pour accompagner la rédaction. Le directeur général était vraiment à la fois traumatisé, usé, fatigué, et puis c'était pas un journal de la dimension, enfin le journal avait changé de dimension. Et donc voilà, donc j'ai rejoint ce journal-là par hasard, parce que j'étais dans un cabinet et qu'ils se sont dit, il a une tête bien faite. Je connaissais rien au privé, je connaissais rien au dessin de presse, voilà. En arrivant à la rédaction de Charlie Hebdo, que j'ai rejoint parce que je me suis dit le défi est intéressant, c'est quand même un journal qui a ce rayonnement-là, qui contribue à la liberté d'expression, je découvre qu'en réalité, les dessins que je ne comprenais pas, que je trouvais mauvais, potaches, etc., en fait, ils étaient beaucoup plus subtils que ce que je pensais. Enfin, voilà. Ils étaient plus intelligents, ils étaient plus travaillés, voilà. Et qu'un dessin, c'est pas uniquement fait pour faire rire, mais c'est aussi d'abord fait pour faire réfléchir. Voilà. Bon, très rapidement, donc un dessin de presse, c'est un dessin publié dans un journal, donc dans la presse, par un journaliste qui a sa carte de presse, idéalement, pas forcément, mais qui a sa carte de presse. Et donc c'est un traitement subjectif, parce qu'un dessinateur de presse a un traitement subjectif comme n'importe quel éditorialiste, on va dire, donc un traitement subjectif d'un fait d'actualité, par quelqu'un qui est à la fois journaliste mais en même temps artiste, et qui use de procédés et de techniques différentes pour traiter de ce fait ou de plusieurs faits d'actualité. Ce que dit Rhys, et je trouve que la formule est bien, de l'esprit Charlie, où c'est le patron du journal, effectivement, qui est dessinateur de presse. Quand il parle de l'esprit Charlie, il dit c'est essayer de rester lucide sur l'actualité et ce qu'on vit. Je pense que c'est résumé en une phrase, mais c'est exactement ça. Donc, en réalité, les dessinateurs de presse sont des gens qui se sont dit moi, je veux parler de ce que je vis, qui sont plutôt indignés. Il faut trouver une forme d'indignation et comprendre ce qui nous indigne dans cette société-là, et avoir envie d'en parler. Voilà, donc ce sont effectivement des journalistes, mais au départ, ils étaient lycéens, ils dessinaient leurs profs, ils se moquaient de leurs profs, enfin voilà, donc il y a vraiment les deux aspects. Pour beaucoup, ce ne sont pas des journalistes qui ont suivi des écoles de journalisme, même quasiment aucun dans les dessinateurs de presse.
Et en même temps, leur travail au quotidien, c'est de faire une revue de presse, de lire énormément les autres journaux, d'aller chercher de l'information, de faire des reportages. Donc c'est vraiment des journalistes comme n'importe quel autre journaliste. Le mercredi matin, c'est le jour de la conférence de rédaction de Charlie Hebdo. Il y a autour de la table des rédacteurs et des dessinateurs, et puis chacun apporte des idées. Des fois, les idées sont traitées par celui qui a apporté l'idée, qu'il soit dessinateur ou rédacteur. Et puis des fois, c'est l'inverse. On se dit, tiens, il vaudrait mieux un traitement par un dessinateur pour tel sujet. Enfin voilà, donc ça échange évidemment énormément, et les dessinateurs travaillent ensemble et traitent des sujets. Certains se piquent des idées parce qu'en fait ils ont finalement le gag un peu meilleur, enfin voilà, trouvent une idée de gag un peu meilleure, mais c'est très collaboratif au sein de Charlie Hebdo, ce qui n'est pas le cas de tous les dessinateurs de presse. C'est plutôt un travail de solitaire, mais en revanche, c'est vrai que c'est enfin voilà, comme on le disait, on épluche la presse et on essaye de trouver un fait qui n'est pas traité, ou en tout cas d'apporter un angle un peu différent de ce qu'on lit par ailleurs sur ce fait d'actualité. C'est pas juste d'apporter une information, mais c'est d'apporter un regard un peu différent. C'est un art pour plusieurs raisons. D'abord parce que je mets au défi n'importe qui ici d'essayer de faire un dessin de presse. C'est quelque chose d'incroyablement difficile. Moi, quand j'étais à Charlie, le nombre de personnes qui m'ont donné des idées de dessin qui n'auraient pas fait un bon dessin de presse, enfin voilà, c'est incalculable. Donc non, il y a une forme de technique. Alors c'est un art à double titre. D'abord parce qu'il y a une technique pour pouvoir dessiner. Il y a des écoles, alors pour le coup, beaucoup n'ont pas fait d'école de journalisme, mais il y en a un certain nombre qui ont fait des écoles de beaux-arts, etc. Donc il y a vraiment, enfin voilà, on est vraiment dans cette tradition-là. Il y a quelques écoles assez connues à Paris ou en région qui forment des dessinateurs, qui deviennent des dessinateurs de presse. Et puis aussi parce qu'il y a un code, un langage, enfin voilà, il y a tout ce qu'on peut retrouver dans n'importe quelle forme d'art, ça s'inscrit dans une tradition historique, enfin voilà. Et en fait, j'ai voulu écrire ce livre, d'abord pour partager, c'est ce que je disais, mon expérience, mais c'est aussi parce que j'avais le sentiment d'observer la disparition progressive, comme les espèces animales menacées, voilà, d'un genre très original et qui pour moi est essentiel. Quand je dis on pourrait s'en passer, c'est-à-dire on peut assister effectivement à la disparition du dessin de presse. Le dessin de presse, c'est un thermomètre de l'état de notre démocratie. C'est un art subversif, comme je l'ai dit, qui est là aussi pour dénoncer des situations, une forme d'indignation et être lucide sur ce qu'on vit. Le dessin de presse, quand il naît, quand il évolue, on voit bien qu'il est consubstantiel à la démocratie. À la fois, il témoigne de l'état de notre démocratie et en même temps, il alimente le débat public. Donc c'est vraiment quelque chose de très précieux. Et en même temps, c'est une forme artistique, et moi je trouve ça terrible de se dire on a une forme artistique originale qui est en train de disparaître. Enfin, voilà. J'ai l'impression que c'est une forme très accessible, parce que voilà, on voit un dessin, on dit j'ai l'impression de comprendre ce qui est représenté, j'ai l'impression de comprendre le message, et donc j'ai l'impression de comprendre ce dessin de presse. En réalité, c'est pas toujours si évident, surtout pour les dessins qui font polémique. C'est un dessin où, effectivement, il y a une bulle qui dit « c'est dur d'être aimé par des cons », et c'est comme ça que ce dessin est tout le temps présenté. Effectivement, il y a cette bulle-là qui dit ça. Mais si on a juste ce dessin de ce prophète qui se lamente, avec cette bulle « c'est dur d'être aimé par des cons », est-ce que ce dessin est raciste? Est-ce qu'il est anti-musulman ou pas? On peut se poser la question, parce qu'évidemment, si on n'a que ça, c'est normal de se poser la question. Comme Cabu est l'auteur du dessin, en réalité, ça réglerait déjà la question, mais on peut se poser la question. Et donc Cabu a fait attention, parce qu'il y a un titre dans ce dessin-là, et donc on est déjà dans l'analyse d'un dessin. Et si on n'a pas le titre, évidemment, on passe à côté d'une partie du dessin, et donc du sens global du dessin, on fait un vrai contresens. Et le titre, c'est « Mahomet débordé par les intégristes ». Et donc on comprend avec ce titre-là que le con se réfère aux intégristes et pas aux musulmans. Et là, il n'y a plus de débat possible sur le dessin et sur la compréhension de ce dessin-là. Mais c'est intéressant. Cabu a fait attention à mettre le S qui est dans le turban, à le mettre en blanc pour que le dessin ne soit pas détourné et qu'on le voit à chaque fois. Oui, qu'on ne puisse pas enlever le petit cartouche. L'intégriste, le mot intégriste, le S d'intégriste à la fin, il est en blanc pour qu'effectivement on ne puisse pas l'enlever. Voilà. Mais c'est très intéressant, cette confusion, elle est faite également par des journalistes, et Cabu est rappelé sans cesse que, en fait, il y a quand même un titre à ce dessin-là, et que si on ne dit pas ce titre-là, eh ben, on passe à côté de ce dessin. Ce dessin du prophète Mahomet débordé par les intégristes, c'est dur d'être aimé par des cons. Au départ,
c'est pas juste un dessin comme ça, c'est parce qu'il y a une actu, effectivement. L'actu, elle commence un an plus tôt. Ça vient du Danemark. Où au Danemark, effectivement, il y a 12 caricatures danoises qui sont... Alors, je ne vais pas revenir sur tout, mais enfin, en tout cas, il y a des caricatures danoises parce que un réalisateur s'est fait assassiner, Theo Van Gogh, parce qu'il a fait un film dénonçant la situation des femmes dans l'islam. Donc il se fait assassiner par un terroriste, ça c'est en 2004. Et en 2005, quand un auteur veut parler de l'islam, il ne trouve personne pour illustrer, alors que sur l'histoire de Jésus, pas de difficulté, enfin voilà, pour les différentes religions, pas de difficulté. Pour l'islam, en revanche, là, on ne trouve personne. Donc, il y a un journal qui s'appelle le Jyllands-Posten qui fait un appel en disant quelle est votre vision du prophète. Donc là, 12 caricatures, et là, certaines qui peuvent effectivement interroger, mais au-delà de ça peut interroger, il y a un petit débat, il y a quelques manifestations, c'est très bon enfant. Voilà. Et effectivement, quelques mois plus tard, des imams s'en emparent, suscitent une vraie polémique et ajoutent effectivement 3 caricatures qui sont outrancières, qui sont vraiment assez dégueulasses et qui ne sont en rien du dessin de presse. Et là, le monde s'embrase, évidemment, en disant c'est un scandale, c'est terrible, etc. Donc il y a des morts, il y a des manifestations monstres à l'autre bout du monde. Et à ce moment-là, en France, il y a des titres qui se disent il faut qu'on parle de ce sujet-là, on ne peut pas rester comme ça à ne rien dire. François s'en empare et parce que l'actionnaire, encore une fois, c'est toujours une histoire d'actionnaire derrière, licencie le patron. Et alors là, ça devient un sujet, c'est un vrai sujet de société qui pose question. Et c'est là où Charlie dit mais il faut qu'on traite le sujet. D'où la une qui a suscité la polémique, etc. Mais c'est pas juste un moment, Charlie, qui s'est dit on va faire un dessin, une caricature de Mahomet comme ça parce que. Il y avait un fait de société là, voilà. Ouais. Je crois qu'il y a toujours eu du débat et de la polémique autour du dessin de presse. C'est consubstantiel au dessin de presse. C'est pas fait pour plaire à tout le monde. Quand Charlie est relancé en 92, il y a Charles qui dit, ils sont à l'imprimerie, il y a vraiment le premier numéro qui est en train de sortir, c'est une archive qu'on retrouve sur YouTube, et il dit on a interrogé 1000 cons et on a fait tout l'inverse. Enfin voilà, ça donne une idée de l'état d'esprit. Quand on fait du dessin de presse, on n'est pas là pour plaire à tout le monde. Voilà. Donc, il y a toujours eu des polémiques, c'est inévitable et c'est assumé. Enfin voilà, il y a quelque chose d'inconfortable dans le dessin de presse. Ce qui est radicalement différent et ce qui est une rupture et pour le coup qui bouleverse complètement la société, c'est juste qu'en 2015, on assassine des journalistes parce qu'ils font des dessins. Enfin, c'est là où il y a quelque chose de plus acceptable et d'insupportable. Qu'il y ait des débats, qu'on ne soit pas d'accord, qu'on trouve des dessins mauvais, il n'y a aucune difficulté. Voilà. En revanche, qu'on en arrive à la violence et à tuer et à détruire une rédaction, là pour le coup, effectivement, on bascule dans un nouveau monde. Et aujourd'hui, on a une rédaction qui vit pour partie sous protection. On parlait de Risk qui est sous protection policière lourde. On parlait de Richard Malka qui est alors lui qui n'est que l'avocat du journal, mais qui est aussi sous protection. Les locaux, l'adresse des locaux du journal n'est pas connue. Les locaux eux-mêmes sont très sécurisés. Enfin voilà, on est effectivement dans un monde assez étrange, dans une démocratie. C'était Julien Sérignac, l'art menacé du dessin de presse, aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup, Julien.